Très bien. Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc pour cette dernière conférence plénière de stratégie client 2016, nous avons un superbe panel d'intervenants. Et puis également Emmanuelle Olivier-Paul, qui est directrice de la recherche chez Marquez. Donc, pour ma part, je suis Sylvie Chauvin, présidente de ce cabinet d'études. Et nous allons donc traiter d'innovation digitale au cœur de l'expérience client. Le panel d'intervenants est très riche et je vais présenter chacune des personnes. Donc, nous avons Anna Tayad, directrice marketing et stratégie internationale d'Akios Porter, qui va présenter un cas client, puisque nous avons demandé à nos intervenants surtout d'intervenir sur des retours d'expérience qui sont capitaux sur leur solution. Nous avons également Samanas, qui est Regional Sales Account Director France et Italie d'Infor CRM. Messieurs, nous avons Alain Bouvray, qui est directeur général d'Eloquent. Monsieur Didier Lambert, marketing manager chez Mytel. Et puis, nous avons Alain Galceran, directeur des services clients. Monsieur, vous êtes Luxotica, donc vous êtes un utilisateur, un décideur. Voilà. Emmanuelle Olivier-Paul, qui va intervenir donc sur en fait les innovations digitales au cœur de l'expérience client et qui interviendra entre vos différents retours d'expérience et présentera donc plus particulièrement 6 innovations digitales. Avant de passer dans le sujet, simplement un petit mot pour présenter la légitimité de notre cabinet. Marquez a animé cette session. Nous sommes un cabinet donc créé il y a une quinzaine d'années, un objectif: comprendre la transformation digitale des organisations et plus particulièrement faire plus de 5000 interviews chaque année de décideurs et puis également de prestataires pour comprendre quelles sont les solutions qui sont mises en place, quelles sont les approches, quels sont les bénéfices, donner plein de retours d'expérience, et c'est justement ce dont nous allons parler aujourd'hui. Et je laisse tout de suite la parole à Emmanuelle. Bonjour. Donc, ma mission en tant qu'analyste, c'est de pouvoir vous restituer ce que nous voyons, de faire des choix aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses. Je pense que sur les 3 jours, vous avez dû voir passer énormément d'éléments nouveaux sur les sujets qui vous concernent, liés au marketing digital, à la relation client, au développement commercial. Et nous, on est obligé de faire des choix. Le constat qu'on a, pourquoi ces choix-là sur ces 6 innovations qu'on va vous présenter aujourd'hui, l'idée, c'était, en regard de chacune d'entre elles, justement, de pouvoir les illustrer avec des cas qui expliquent le panel que nous avons là. Le constat est que aujourd'hui, les organisations moyennes, on en interroge plusieurs centaines chaque année, dépensent entre 3 à 7% de leur chiffre d'affaires sur des projets qui sont en lien avec les stratégies clients digitales. Donc, c'est très variable, bien entendu, suivant les métiers, suivant le fait qu'on soit dans le domaine du B2B, du B2C. Mais c'est une moyenne à peu près qu'on a trouvée. Il y en a qui dépensent plus, d'autres moins. Mais surtout, le constat qu'on a fait fin de 2015, c'est qu'autant les investissements étaient tout azimut et très importants il y a 2-3 ans, on voit une contraction en fait, de ces investissements et que la croissance en fait, des budgets qui vont être associés aux stratégies clients digitales continue bien sûr de croître, mais à un rythme beaucoup moins soutenu, autour de 5%. Donc ça veut dire qu'il y a une rationalisation qui est en train d'être faite dans les entreprises pour faire des choix sur les projets qui sont les plus porteurs pour le business, qui ont fait leurs preuves en termes de retour sur investissement, en termes d'apport, en termes de bénéfices, et que donc il va falloir faire des choix et donner des priorités maintenant dans le temps. Et fort de leur retour, donc comme je l'ai dit, de plusieurs centaines de décideurs, on voit émerger 6 innovations qui, plus particulièrement, ne vont pas de toute façon être oubliées et seront au cœur, justement, de leurs préoccupations pour au moins les 2 ans à venir. Déjà, certains les ont enclenchées et qui vont continuer à s'accélérer. Alors la première, pour ne pas perdre trop de temps, parce que je veux surtout laisser la parole à mes interlocuteurs, je serai plus brève que je ne le suis d'habitude dans d'autres présentations.
Mais après, on peut en discuter. Je crois qu'on a un petit peu de temps après la session, puisqu'on est l'une des dernières conférences. Donc, il ne faudra pas hésiter. Et puis aussi, juste pour vous dire que ce support que je vous présente aujourd'hui avec les cas clients, est disponible en ligne et vous pouvez le retrouver. Donc, vous aurez des éléments complémentaires en ce qui concerne les données que je communique. Donc, la première innovation, et j'entendais là juste la conférence précédente dans le grand amphi, il y avait les échos qui en parlaient, c'est mieux analyser et exploiter les données clients. Alors quand je dis mieux, oui, parce qu'aujourd'hui, vous le faites, mais pas au niveau que vous le souhaiteriez. Et ça pourrait être, bien entendu, être mieux fait, d'autant plus que le nombre de données clients, enfin le volume a augmenté considérablement, et que ces données clients ne sont plus résidentes au sein de vos systèmes d'information internes, mais aussi au sein de systèmes, d'applications, d'environnements, de plateformes, voire de devices, en fait, qui sont externes à votre système d'information. Et ça, c'est là où ça complexifie énormément la donne, parce qu'elles sont éparses, elles sont non structurées de plus en plus. Il faut aller les chercher, il faut les rapatrier. Il y en a certaines qui n'ont pas besoin d'être stockées parce qu'elles ont une durée de vie limitée dans le temps. Et on voit qu'ici, donc, les décideurs qu'on a interrogés, pour 52% d'entre eux, vont résolument investir pour les 2 ans à venir dans des solutions qui vont leur permettre justement de mieux gérer, mieux analyser les données de leurs clients. Alors ça va passer par différents types de projets. L'objectif est bien sûr d'être plus près des clients, de mieux les connaître, d'avoir cette vue idéale en fait à 360 degrés. Je dis bien idéale parce qu'elle est très compliquée effectivement à avoir, mais aussi surtout pour un objectif de personnalisation. Je reviens à l'exemple qui a été donné juste il y a une demi-heure, 3/4 d'heure sur le central. C'est aussi mieux cibler, c'est aussi mieux contextualiser les messages, c'est aussi faire de la veille, c'est aussi donc in fine mieux écouter le client et mieux connaître la voix du client. Alors justement, pour illustrer cela, il y a 2 cas en fait, qui vont être déroulés. D'abord, donc, Anna, je vous remercie donc, de présenter ce que vous avez fait avec Air France dans cette dynamique-là. Merci beaucoup. Vous m'entendez bien? C'est bon? Non, il faut que j'approche. Bien. Alors bonjour à tous. Donc déjà pour Air France, j'ai pas vraiment besoin de présenter l'entreprise. Donc très grande entreprise, une des plus grandes compagnies aériennes et surtout, en fait, une des marques finalement emblématiques de la France. Et donc, Air France est une société qui est donc extrêmement exposée et pour laquelle, en fait, les clients s'expriment énormément sur Internet. Donc, il y a quelques années, Air France a souhaité mettre en place un système de veille, d'écoute et d'analyse des clients sur Internet. Donc, pas uniquement les réseaux sociaux, également les blogs, les forums, les médias spécialisés. Et ça, à la fois pour servir les directions de la communication, les directions de l'intelligence économique et du marketing vraiment marché, et également en fait le marketing qui cherchait à obtenir des insights clients plus détaillés. Donc on a mis en place une plateforme globale qui aujourd'hui en fait collecte les données sur l'ensemble de l'internet, sur une multitude plus de 9000 sources, et ensuite on va distribuer les données de façon ciblée selon les différentes directions. Et donc aujourd'hui, on a 3 outils, l'Insights Box, la Customer Insights, qui est vraiment pour le marketing, pour les insights clients, et ensuite toute la partie suivie de l'influence de toutes les communautés d'Air France sur Internet. Avec les analyses qu'on fait et les données qu'on fournit, en sachant qu'Air France est totalement indépendant et autonome dans l'utilisation de la plateforme, ils vont en tirer en fait 3 grands bénéfices. Le premier, c'est qu'ils vont en fait ajuster leur analyse et leur connaissance vraiment des opinions et des niveaux de satisfaction du client au travers en fait de ces données web qui sont spotonnées et qu'ils vont pouvoir combiner avec notamment les résultats des baromètres de satisfaction. Donc ça, c'est vraiment le premier grand bénéfice. Donc le deuxième, c'est le fait, en fait de pouvoir optimiser les parcours clients, puisqu'en fait, on a pu mettre en place un modèle analytique qui décompose complètement le parcours du passager. Et donc, en analysant les avis sur chacun des points, ils sont à même d'identifier les points en fait, qu'il faut améliorer. Et ensuite, bien entendu, tout le volet de l'offre, puisqu'avec ces insights clients, ils peuvent en fait ajuster et améliorer le produit, bien entendu, mais encore plus en fait, le niveau de l'offre de service pour lesquels les clients s'expriment de façon assez détaillée sur le net.
Merci Anna, je crois que c'était très complet. Alors bien sûr, si après vous avez des questions sur chacune des illustrations, en 3-4 minutes, c'est difficile d'expliquer tout un projet. Et ils ont tous un timing assez serré, y compris pour moi, mais c'était pour que la session soit riche. Toujours dans cette même logique, sur la voix du client, on a un autre cas, c'est donc chez un grand opérateur télécom que vous connaissez, pour ne serait-ce que certains d'entre vous l'utilisez, c'est SFR. Et là, c'est un petit peu original la façon d'écouter justement la voix du client, l'analyse de sentiments. Et je passe la main à Alain qui va justement présenter ce que vous avez fait avec SFR. Merci Emmanuel. Donc effectivement en 4 minutes, donc ça va être très très court. Je vais expliquer ce qu'on a mis en place, chez Eloquent pour l'opérateur SFR. Donc l'opérateur SFR, effectivement tout le monde connaît. C'est surtout 23 millions de clients, donc ça veut dire aussi énormément d'interactions avec ses clients. Et en gros, le cahier des charges qui nous avait été soumis par SFR, c'était d'homogénéiser toute la stratégie de recueil de feedback client, que le client aille en boutique, qu'il aille sur le site web ou qu'il ait affaire au service client. Et donc pour ça, on a mis en place un système de feedback client où on recueille l'avis du client via SMS avec une analyse sémantique intégrée derrière. Donc voilà le cahier des charges et voilà ce qu'on a mis en place. Donc, alors en quelques mots, quels ont été les gains et quels étaient les objectifs de SFR derrière cette démarche? Alors SFR, vous connaissez, on va dire, l'entreprise. Et effectivement, il y a une volonté économique. L'objectif de SFR, c'était aussi de réduire. Il y avait un aspect réduction de coûts, puisqu'ils avaient chaque, on va dire, service, que ce soit la partie digitale, le service web, le service client, avait ses propres prestataires de recueil de feedback, etc. Donc un premier objectif, c'était en réduisant le nombre de prestataires et en simplifiant le terrain via le SMS qu'on appelle le terrain de recueil, il y avait un gain économique. Tout simplement, premier point, réduire les coûts et augmenter les feedbacks clients. Donc ça, c'était un point important, tout en maîtrisant le volume et en maîtrisant aussi le fait qu'on ne va pas sursolliciter le client, par exemple qui allait sur le site web, puis après qui est allé en boutique, etc. Donc cet aspect gain économique était important. Deuxième point, c'était un gain en termes de management. À partir du moment où on harmonise et on unifie la méthode de recueil, on va aussi harmoniser et unifier les restitutions, ce qui veut dire que le management peut avoir des indicateurs comparables selon les équipes, peut fixer des incentives et tout le monde parle le même dialogue dans l'entreprise, encore une fois, qu'on s'occupe du digital ou des boutiques. Il y avait ensuite un gain opérationnel, puisque là, dans le cahier des charges, il fait être en mesure d'interroger dans les 30 minutes qui suivent une interaction un client. Donc on a vraiment un recueil très à chaud de l'avis du client, c'est essentiel. Toutes les interactions, comme j'ai dit, doivent pouvoir être suivies. Et pour donner une idée, effectivement, on va interroger à peu près 25 000 personnes par jour et recueillir environ 4 à 5 000 verbatim par jour. Donc, à la fois beaucoup de volume, beaucoup d'interactions, du à chaud. Donc, l'aspect opérationnel, gain opérationnel important. Et dernier gain, et évidemment, c'est le point essentiel qu'évoquait Emmanuel, c'est la notion de proximité client. L'objectif, c'est pour les opérateurs aujourd'hui, c'est de développer le maximum de la personnalisation et de la proximité client. Et donc, encore une fois, que la personne aille en boutique ou en service client, qu'elle s'adresse au service client, elle aura la même façon de donner son avis. Elle aura un canal pour donner son avis, qui est un canal à la fois fiable, sûr, et où elle sait qu'il va être réactif, puisque derrière, les gens de SFR doivent pouvoir réagir selon l'avis donné par le client. Dernier point, évidemment, c'est la détection de signaux faibles. Un client qui fait des suggestions ou un client où il y a un risque de churn, voire un risque juridique, il faut pouvoir réagir immédiatement. Donc ces signaux faibles, on va les détecter, puisque nous, Eloquent, on assure cette capacité à intégrer à la fois du recueil et de l'analyse sémantique intégrée sur une seule plateforme. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai tenu les 4 minutes, mais j'ai essayé de faire ça. Et je termine par m'excuser parce que j'ai un train à prendre, donc je vais devoir partir, je suis vraiment désolé. En revanche, Cyril Mathieu, qui est notre directeur commercial, est toujours là et je vous invite à aller le voir si vous avez des questions sur ce qu'on a pu faire. Voilà, il a levé le bras derrière. Il peut peut-être venir, prenez la place de... Cyril, si tu veux venir à ma place. Voilà, il va arriver. Et je suis vraiment désolé, mais je me tiens à disposition. Enfin, les gens d'Eloquent sont là pour ça. Merci. Bon retour, et puis merci beaucoup pour justement ce cas SFR. Donc là, sur 2 cas présentés entre Air France et SFR, on voit bien l'analyse va au-delà de l'analyse de données structurées, simples. On est dans des dimensions tout à fait nouvelles sur l'analyse de sentiments et qui vont bien entendu apporter des bénéfices tout à fait nouveaux en fait aux organisations qui vont en tirer parti. Une autre innovation, mais là, ce n'est pas nouveau pour vous, dans le sens où on en parle depuis déjà pas mal d'années, du moins depuis que le smartphone est rentré dans nos mains.
c'est bien entendu tirer parti des usages mobiles. Alors quand je dis tirer parti des usages mobiles, c'est aller bien au-delà de ce qu'on fait même aujourd'hui. Donc là, on vient de voir dans le cas par exemple d'Air France, et pas d'Air France, mais d'Air France, oui, parce qu'il y a du mobile. Je sais qu'ils ont beaucoup effectivement adapté de sujets en fait et de développement dans la relation client et commerciale avec leurs passagers. C'est l'usage des mobiles, mais aussi on vient de le voir avec le cas de SFR. Moi, c'est plus sur des choses qui sont complètement innovantes, très innovantes, et que seul le mobile aujourd'hui peut faire. Alors on va être un petit peu en avance de phase, un peu précurseur sur certaines des thématiques, parce que beaucoup sont un peu en test and learn aujourd'hui. Il faut savoir que quand même 58% des abonnés aujourd'hui en France au téléphone mobile ont des smartphones, 35% ont des tablettes. Juste là, vous voyez que Alain, il suivait effectivement ses notes sur sa petite tablette. Donc on est hyper connecté, et ce mobile a un condensé de technologie, enfin plutôt le smartphone, qui va permettre de faire des choses différentes, notamment d'horodater des photos et de les géolocaliser en temps réel. Pourquoi je vous dis ça? C'est encore, il y a des usages, surtout dans le monde de l'assurance, qui commencent à se développer, dans le domaine des transports, de la logistique. Il peut y avoir des enjeux de compliance, on l'a évoqué juste précédemment. Un colis tombe, il est abîmé. Eh ben, on peut prendre une photo, la géolocaliser, l'horodater, l'envoyer, et rien que ça, déjà, c'est un élément, une pièce justificative à joindre à un dossier, par exemple, client. Dans le domaine, donc les assureurs le regardent avec beaucoup d'attention. Vous avez peut-être, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'utiliser le système gyroscopique de vos téléphones mobiles. Je vous invite une fois à le faire, par exemple en regardant, alors là c'est plutôt dans le grand public, c'est une petite vidéo, mais il y en a d'autres que vous allez trouver sur Internet. Arte a lancé une initiative qui s'appelle iFlip. Vous me dites c'est du grand public, c'est de la vidéo uniquement, mais juste pour tester et voir la manière dont vous pouvez rentrer pratiquement dans une vidéo et comment le téléphone mobile peut devenir immersif. Pourquoi je fais ce parallèle? Je pense notamment dans le domaine de l'hôtellerie, du tourisme, de l'immobilier. Demain, vous visiterez en fait un appartement, une chambre d'hôtel de cette façon-là, de manière complètement immersive, et la photo aura disparu. Très clairement. Donc, vous voyez des usages très sophistiqués. Bien sûr, la géolocalisation, mais je veux dire la géolocalisation intelligente. Donc on voit commencer un petit peu à apparaître, comme avec le système eBeacon, mais géolocalisation intelligente qui est respectueuse aussi de la donnée client, de son intimité, de son intégrité. Il faut bien entendu en tenir compte, parce que tous ces usages peuvent aller très loin, et le client sera très regardant et de plus en plus au fait de la manière dont ce sera utilisé. Donc voilà quelques exemples, il y en a d'autres, je ne peux pas tous les nommer. Et dans le document qui sera en ligne, notre fameux e-book sur ces 6 innovations digitales, vous pourrez les passer en revue. Mais pour faire tout ça, il faut bien entendu que les infrastructures, les systèmes en place puissent le permettre. Et s'ils ne le permettent pas, le client, lui, il ne va pas être très bien accueilli, il va ressentir à un moment donné une frustration. Vous l'avez déjà effectivement vécu, et notamment lorsque dans un hôtel, la Wi-Fi, l'accès Internet n'est pas opérationnel, vous ne pouvez plus du tout faire usage de votre mobile. Et là, je vais demander justement à Didier de présenter ce que vous avez fait avec les hôtels de luxe Kapinski, qui permettent justement de mieux accueillir le client et de favoriser son usage mobile. Tout à fait. Merci Emmanuel. Effectivement, alors Kempinski, je vais prendre quelques secondes peut-être pour le présenter, puisque contrairement à Air France ou d'autres, c'est moins connu, mais c'est un groupe international hôtelier de luxe, présent dans une trentaine de pays, avec un peu plus de 20 000 personnes pour s'occuper de l'ensemble des clients dans ces fameux hôtels. Il y a, je crois, un peu plus de 60 hôtels dans le monde classés luxe. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, comme vous le disiez, on constate que l'évolution, on constate avec nos clients que l'évolution des comportements des hôtes, en fait, dans les hôtels ont bien changé, et que chacun d'entre nous est devenu mobile. Vous parliez de smartphone, de tablette, et que cette mobilité, elle se traduit par une attente de plus en plus forte en matière de Wi-Fi, notamment de connectivité en Wi-Fi dans les chambres ou au sein des établissements. Et il se trouve qu'en fait, dans ces hôtels, le Wi-Fi est depuis longtemps une prestation intégrée dans l'offre, mais avec des dérives allant dans le mauvais sens. C'est-à-dire que nos clients ont constaté que le Wi-Fi, c'est une bande passante, et quand elle est mal partagée, mal gérée, au lieu de créer de la satisfaction, d'apporter un service à valeur ajoutée à l'utilisateur dans sa chambre,
on induit une frustration parce que la bande passante n'est pas suffisante, que quand on veut regarder une vidéo, ça saccade, etc. Donc en fait, c'est sur cette base-là qu'on nous a demandé d'intervenir de façon à proposer une gestion intelligente de l'offre Wi-Fi au sein des établissements. Donc c'est ce qu'on a fait dans le cadre d'une division du groupe Mytel qui s'appelle Connected Guest, qui est une division spécialisée dans l'ensemble des solutions de connectivité des clients en milieu d'hôtellerie, d'hospitality. Donc le premier élément, le premier défi qu'on a proposé, enfin, que le client surtout a tiré de l'offre qu'on a mise en place, c'est la capacité pour lui de gérer de manière moins fine l'attribution de la bande passante aux différentes typologies de clients qu'il peut avoir, puisqu'en fait cet établissement dont on parle, qui est basé à Vienne, accueille aussi bien de la clientèle touristique que de la clientèle professionnelle dans le cadre de séminaires. Et donc il y a des pics d'activité qui génèrent des conflits sur l'usage de la bande passante. Donc on a équipé notre client de façon à ce qu'il puisse gérer de manière très fine tout ça. Alors ça paraît anecdotique, la gestion de la bande passante, c'est vieux comme sujet. Par contre, ça ne l'est pas du tout, puisque aujourd'hui, en termes de résultats concrets pour cet hôtel, c'est que le nombre pas de plaintes, mais de récriminations, notamment sur des supports comme TripAdvisor, qui sont très consultés par la clientèle, est très largement en baisse. Donc le Wi-Fi est redevenu un avantage pour cet hôtel. Et enfin, deuxième élément, j'en terminerai là-dessus, vu le temps court, c'est que le Wi-Fi, en fait, n'est qu'un point de départ. C'est qu'aujourd'hui, la notion de client connecté, elle est extrêmement large pour des établissements comme Kempinski, pardon. Et en fait, leur objectif, au-delà de simplement de la gestion de bande passante, c'est d'être capable d'offrir à leurs clients, dans un horizon relativement court, la capacité d'être dans un environnement de chambre, dans un environnement de Wi-Fi personnel. On va parler de Personal Area Network. C'est la capacité, quand je suis dans ma chambre, via mon smartphone, via ma tablette, de me connecter, par exemple, à mon compte Netflix, et puis de relayer ces contenus, quels qu'ils soient, sur la télé ou sur un autre support qui serait présent dans la chambre. Donc on est vraiment dans la construction de nouvelles valeurs, de nouveaux services au sein de l'établissement, dans la chambre de chaque client, mais dans des environnements extrêmement personnalisés. Merci beaucoup Didier. Donc, dans la continuité, justement, le client connecté fait que il change aussi sa manière, enfin, il modifie sa manière d'échanger avec vous, et que la troisième innovation qu'on met en avant et qui va être clé, c'est la collaboration temps réel. Alors, quand on dit collaboration temps réel chez Marques, on pense tout de suite la collaboration, c'est-à-dire l'échange avec le client et lui seul. Mais c'est aussi la collaboration interne. Et souvent, les collaborateurs ont été oubliés dans cette dynamique. Et il faut les intégrer pleinement et les outiller de la même façon qu'on peut avoir les applications innovantes mises à disposition des clients. Donc, ce qui veut dire qu'on voit de plus en plus des réseaux sociaux, par exemple, internes ou des communautés sociales internes qui vont se créer dans l'objectif, justement, d'améliorer la relation client, d'accélérer la prise de décision dans le traitement d'un dossier client, avec, in fine, de nouveau, bien entendu, une satisfaction améliorée, des temps plus courts pour le client et surtout, la possibilité pour certains des clients d'accéder directement à des experts, alors que jusqu'ici, ils étaient peut-être parfois, il y avait un frein, en fait, puisqu'ils étaient avec des intermédiaires qui ne permettaient pas d'avoir accès à un certain nombre de solutions. Donc, 2 points, on voit que 39% des décideurs qu'on a interrogés émettent effectivement des besoins critiques pour des solutions de collaboration temps réel, c'est-à-dire qu'ils soient synchrones et non pas asynchrones. Donc ça va être du chat intégré à un site web, ça va être la possibilité de faire de la vidéo en direct. Je sais que dans le monde, notamment de la banque, il y a des initiatives qui commencent à émerger. Ça peut être aussi donc dans le domaine des domaines qui sont dans la santé. On n'en parle pas, mais bon, on ne parle pas de clients, on parle de patients, mais c'est important aussi. Donc vraiment développer en fait ces canaux-là. Ça peut être aussi, on peut être dans du semi-temps réel lorsqu'on est sur un site web avec un click to call, c'est-à-dire tout de suite on clique, on a besoin d'une information, on va être rerouté en appel vocal sur un centre de contact pour avoir de l'information. Et ça, c'est tout à fait précieux, notamment lorsque dans une phase finale, le client est dans une phase finale, par exemple, de commande ou de prise de décision sur une offre ou un produit un peu complexe. Et puis, donc, on voit donc l'investissement aussi dans des communautés sociales. Alors, pour le grand public, c'est très faible, mais on avait surtout une logique en fait de push. Là, maintenant, c'est l'étape d'après, c'est effectivement aussi investir dans des solutions internes et mettre à disposition en fait pour les collaborateurs.
Et tout ça dans la même veine, collaboration temps réel, veut dire qu'aussi on va essayer d'unifier les communications avec les clients. Vous avez tous fait face à un moment donné ou à un autre, et c'est toujours le cas aujourd'hui, à des canaux qui ne sont pas reliés entre eux. J'ai donné quelques exemples, notamment le site web avec le click to call sur le centre de contact, mais ça peut être d'autres cas de vous recevez un email, puis vous avez un appel qui est complètement décorrélé après, effectivement, qui est associé. Aujourd'hui, environ 50% des décideurs qu'on a interrogés n'ont pas plus de 2 à 3 canaux complètement intégrés. Quand je dis complètement intégrés, c'est que vraiment, il n'y a pas de rupture en fait, dans l'information. Typiquement, vous avez par exemple saisi une information sur une application mobile. Celle-ci est directement en fait synchronisée avec les systèmes d'information centrale. Et si vous appelez par exemple le centre de contact, il a l'information tout de suite en temps réel qui est associé sur ce que vous avez fait en fait sur cette application mobile. Ça, il y a très peu de cas aujourd'hui en fait qui sont effectifs, sauf peut-être les entreprises qui sont nées en fait avec le web ou avec effectivement le mobile dans leurs mains. Donc l'idée, c'est de pouvoir avoir une solution donc, qui va pouvoir traiter aussi bien l'engagement client que la collaboration temps réel avec les points que je vous ai évoqués tout à l'heure, que les communications entrantes et sortantes. Aujourd'hui, il y a très très peu d'acteurs en fait qui ont mis en place, qui va gérer aussi bien les flux entrants, par exemple vocaux, email, papier aussi, hein. Et puis en même temps, ça va circuler dans l'organisation parce qu'il faut peut-être prendre des décisions dessus. Il y a peut-être des process un peu complexes, par exemple, de validation qui peuvent être associés dans le cas d'un remboursement, par exemple. Pour un produit déficient. Et puis ensuite, après, il faut que, bien entendu, on accuse réception avec un email sortant ou éventuellement un appel ou un document papier, par exemple, qui va être imprimé et envoyé chez le client. Donc ça, il y a très peu de solutions qui gèrent tout ça de bout en bout. Et en revanche, donc, ces problématiques donc, omnicanales sont de plus en plus cruciales. Et là, ce qui serait intéressant, c'est de voir ce qui a été fait pour une grande banque, qui est ING, notamment dans cette perspective omnicanale. Et peut-être qu'après, même, on reviendra sur ce sujet avec Luxottica. Mais pour l'instant, c'est à Samat d'évoquer le cas ING. Très bien, merci Emmanuel. Bonjour à tous. Donc tout le monde connaît ING, aujourd'hui une des grandes banques en ligne. Donc la spécificité d'ING, c'est qu'ils n'ont pas de point de vente. Donc très vite, l'enjeu pour eux a été de se doter de solutions innovantes leur permettant d'interagir avec leurs prospects et leurs clients sur ces canaux spécifiquement en ligne et digitaux. Donc Infor les a accompagnés dans cette démarche de marketing stratégique orienté digital. Et l'enjeu pour eux était tout d'abord, d'un point de vue business, de pouvoir donner la main au métier, donc au marketing, de pouvoir piloter toutes les actions, toutes les campagnes marketing, de pouvoir en centraliser, gérer les communications qui seraient diffusées sur les différents canaux. Aujourd'hui, le marketing opérationnel se heurte. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui n'ont pas cette fluidité et le digital, comme Emmanuel l'étayait tout à l'heure, n'a pas le visuel sur les actions qui sont faites par le marketing opérationnel. Donc très vite, Infor a accompagné donc, ING dans cette stratégie en mettant en place aussi bien l'outil de gestion de campagne marketing multicanal pour le marketing sortant et l'accoupler à son outil marketing temps réel, donc Infor Interaction Advisor, donc, qui lui permet aujourd'hui de pouvoir pousser des messages, différents types de messages, donc sur différents canaux, différents supports, donc pour répondre en interaction à une demande client sur différents types de supports. Donc ING a très vite mis en place le call center. Donc ça va être en amont, avant d'avoir le téléopérateur au téléphone, d'avoir des messages de service, donc des messages qui sont personnalisés. Ça va être du type, lorsque j'attends en ligne, d'avoir un message personnalisé du type votre carte arrive bientôt chez vous ou votre chéquier arrive. Lorsque j'ai l'agent, je vais pouvoir avoir un contenu ou un message qui va m'être poussé en temps réel. Sur le site web, ça va être différents encarts qui vont être personnalisés pour pouvoir pousser aussi bien de la recommandation de produits, de la recommandation de contenu ou d'offres, qui est en fait la combinatoire de ces différents éléments. Et enfin, demain, sur le site web, sur le support tablette, et demain, ça va être sur l'email avec du contenu dynamique. Donc là, on va un petit peu plus loin dans la personnalisation, puisque ce ne sera plus la personnalisation en patronyme, bonjour monsieur, madame, mais le contenu de l'email qui va pouvoir, en temps réel, se personnaliser à l'ouverture.
Donc le bénéfice qui a été aujourd'hui constaté par ING, ça a été bien évidemment plus de flexibilité au marketing, de pouvoir gérer en centralisé toutes ces campagnes, d'avoir des moteurs auto-apprenants, des moteurs prédictifs qui sont capables aujourd'hui de supporter des gros pics de charge et d'interaction avec des temps de réponse qui sont imperceptibles pour le client. Et enfin, bien évidemment, des campagnes qui sont mieux personnalisées, ont un taux de conversion beaucoup plus important lorsque le message qui m'est adressé est un message personnalisé. Merci, on rejoint un petit peu ce qu'on a vu au début d'ailleurs, hein. C'est-à-dire que quelque part en amont, vous analysez aussi les données et non structurées. Je crois que vous avez une suite aussi, une partie analytics aussi. Tout à fait. Donc ce qu'on avait au tout début parmi les innovations sur mieux gérer et analyser les données, ce qui permet de pouvoir aussi pouvoir diffuser plus correctement sur les différents canaux et d'avoir cette notion pour le client d'échange et de communication unifiée. Alors, un point pratiquement, je crois tous, là, autour de la table, vous proposez vos solutions, vous tirez parti du cloud, il me semble. Et effectivement, ça, c'est un autre grand élément. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on considère que dans les domaines qui nous concernent, notamment lorsqu'on veut analyser des très gros volumes de données, lorsqu'on veut tirer parti du mobile, entre autres, on va à un moment donné ou à un autre toucher le cloud computing. Et c'est un modèle qui va permettre, on ne peut pas le faire en fait, pratiquement sans passer par cette case-là. Pourquoi le cloud computing? Parce qu'aujourd'hui, les décideurs que nous interrogeons, que ce soit des directions métiers, donc marketing, vente, relations clients, qui sont parmi les premières d'ailleurs à avoir souscrit à des solutions, alors plutôt ce qu'on appelle en mode SaaS, Software as a Service, mais aussi qui font donc derrière appel à des infrastructures dans le cloud. Ce sont donc parmi les premières parce qu'elles voulaient aller vite, être plus flexible, être agile, au-delà bien entendu des aspects de coût puisqu'on va mutualiser les infrastructures derrière avec ces solutions dans le cloud. Mais c'est surtout pour ces trois domaines-là, donc agilité, flexibilité et aussi pouvoir innover, c'est-à-dire être en mesure avec le cloud computing d'anticiper les évolutions technologiques de demain. C'est-à-dire qu'en passant par des prestataires qui vont avoir cette capacité à pouvoir intégrer les technologies de demain. On va le voir tout à l'heure, juste après, avec notamment les objets connectés. On ne peut pas passer à côté, bien entendu, du cloud computing. Donc là, peut-être pour illustrer tant l'approche cloud, mais aussi ce qu'on a vu un petit peu précédemment, parce que je sais que y avait une dimension omnicanale chez Luxottica, donc de communication aussi unifiée, mais qui va s'appuyer sur des solutions dans le cloud. Je demande donc à monsieur Alain Galceran, qui est directeur des services clients de Luxottica, d'expliquer en 2 mots ce que vous avez fait. Merci Emmanuel pour me donner l'occasion de partager avec vous retour d'expérience de la société Luxottica sur le choix du cloud pour tous nos services clients. Donc déjà, je vais rappeler pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est Luxottica. Luxottica est le leader mondial de la conception, fabrication et distribution des montures de lunettes, tant solaires qu'optiques. Nous avons de très belles marques en portefeuille qui sont beaucoup plus connues que le nom de notre société, comme Ray-Ban, Oakley. Et nous travaillons également pour des grandes enseignes et des grands designers tels que Chanel, Dolce & Gabbana. Nos clients sont tous des opticiens, donc nous sommes sur du B2B. Donc une forte attente de la part de nos clients pour la qualité de service qui est la nôtre. Nos clients nous contactent pour les commandes, bien sûr des montures pour leur magasin, mais surtout également pour le service après-vente qui est clé dans le domaine d'activité qui est le nôtre, puisque la monture optique notamment exige énormément de précision dans l'adaptation de nos prescriptions. Donc Luxottica, pour ce qui me concerne, c'est en Europe 15 filiales liées à des services clients, puisque nous sommes présents dans 130 pays. Donc le contexte qui a été le mien quand j'ai repris ce département, c'était de pouvoir gérer d'une façon uniformisée les différents services clients. Quand j'ai pris ce poste, chaque filiale, chaque service client avait un système qui lui était propre, qui était souvent obsolète, qui tombait très régulièrement en panne, d'où l'impact sur la qualité de service auprès de nos clients opticiens. Je cherchais donc le remplacement de ces différentes solutions individualisées dans chaque pays par une solution unique tout en un. Et c'est là que effectivement ma recherche est portée très vite dès les années 2011 sur une solution portée sur le cloud. J'avais lu pas mal de présentations, j'étais venu régulièrement à ce salon et j'avais donc découvert des partenaires avec lesquels nous pouvions nous associer pour nous permettre donc de disposer
d'un outil global pour la totalité de nos services clients en Europe notamment, qui me permettait d'avoir une vision commune de tous les indicateurs de performance et de suivi de la qualité, qui soient délocalisés, que je puisse consulter où que je me trouve à travers le monde. Donc uniformisation, de pouvoir partager ces résultats avec les différentes filiales, mais également pouvoir s'entraider et créer une synergie entre les différentes filiales. C'est-à-dire qu'en fonction des pics d'activité, qui ne sont pas toujours les mêmes d'un pays à un autre, grâce à une solution cloud, nous avons la possibilité de transférer des interactions d'une filiale à une autre, d'un pays à un autre. Et donc ainsi de permettre une meilleure collaboration des filiales entre elles et surtout au final une meilleure qualité de service pour nos clients. Améliorer bien sûr la performance opérationnelle de chacune de nos filiales, mais également augmenter, et ça c'est le cœur même de notre action, la qualité de service offerte à notre client. Ça a été vraiment le leitmotiv du choix de cette solution. Et libérer, c'est très important, libérer nos forces vives de management de tous les contrats techniques de systèmes qui tombent en panne. Donc effectivement, avec le cloud, une solution sur le cloud, vous êtes assuré d'une prestation de service au niveau service level de 100%. Donc vous n'avez plus à vous soucier du fonctionnement de votre technologie en interne. Les bénéfices de cette solution cloud au niveau de Luxottica, ça a été d'une part une gestion multicanale, comme vous le citiez, c'est que nous gérons autant les appels entrants, sortants que les emails et demain le chat. Donc nous aurons une possibilité 360 degrés de traiter les différentes interactions de nos clients au sein même de cette solution cloud. Nous avons donc eu la possibilité d'offrir à nos clients de nouvelles fonctionnalités notamment par rapport à des gestions de priorité d'accès sur nos services clients. C'est-à-dire que nos clients les plus fidèles sont ceux qui nous joignent le plus rapidement et à qui nous offrons une qualité de service supérieure. Nous avons également la possibilité, quand nous avons des pics d'activité, de faire des rappels automatiques, ce que nous n'avions pas dans les différentes filiales précédemment avant ces solutions sur le cloud. Nous avons également la possibilité d'enregistrer tous nos appels, tant entrants que sortants, et de pouvoir les analyser ensuite avec notre management local pour pouvoir améliorer toujours la performance de nos collaborateurs et d'écouter les verbatims de nos clients. Très important. Nous avons une gestion de la qualité en temps réel avec des enquêtes de satisfaction que nous allons mettre très prochainement sur le cloud également. Et cette interface du cloud avec nos outils propres Luxottica et SAP notamment se fait d'une façon très uniforme et très conviviale. Donc pour nos opérateurs, c'est vraiment une intégration totale et qui les libère de beaucoup de contraintes de switcher d'un écran à un autre. Tout est très très intégré. Les gains qui ont été les nôtres immédiatement, ça a été pour nous important, tant en termes de taux de réponse, puisqu'on a gagné dès la première année plus de 2 points de taux de réponse sur l'ensemble de notre zone, donc une belle satisfaction. Le taux de satisfaction client a augmenté considérablement sur la totalité de nos plateformes. Une réduction des coûts de fonctionnement liés au choix de cette solution unique tout en un. Et bien sûr, nous avons une forte demande désormais de la plupart de nos autres filiales à travers le monde d'une telle solution cloud, tant c'est facile d'utilisation et de gestion de débordement d'activité. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est souvent un sujet assez technique en fait quand on aborde le cloud. Là, vous l'avez restitué sur des éléments qui sont plus usage et opérationnels. Alors c'est un autre sujet nous qu'on suit chez Marques, donc parce qu'on a une practice qui est dédiée. Ça fait pratiquement maintenant une dizaine d'années qu'on est sur cette thématique-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, très clairement, les avis ont beaucoup changé. Alors, les enjeux sont un petit peu ailleurs aussi sur ce sujet, mais c'est vraiment des gains d'agilité, de vitesse et de flexibilité qui sont mis en avant très clairement avec, in fine, la satisfaction sur le client, des points comme vous avez gagné dans le domaine qui nous concerne aujourd'hui. Un autre point, et justement, pourquoi avec le cloud et pourquoi je le mets en dernier, c'est les objets connectés. Je pense que vous avez dû en entendre parler au moins sur des sessions ces trois jours. Donc, c'est anticiper. Parce que pour l'instant, on est au début. Alors, il y a déjà ce qu'on appelle du machine-to-machine qui se fait, notamment dans le B2B. C'est pas nouveau, mais là, il y a des usages beaucoup plus sophistiqués qui sont en train effectivement d'émerger. Et je dis anticiper les applications qui vont être associées effectivement aux usages des objets connectés et ce qu'on peut en faire avec
toujours, je dis bien, comme je l'ai dit au tout début, en respectant les données, la manière dont vous allez les traiter, ce sont des données clients, la manière dont vous allez les exploiter, peut-être qu'il faudra les anonymiser, il faut respecter aussi le contexte légal et réglementaire. Donc il y a quand même un certain nombre de points qui peuvent freiner ou du moins décaler ces projets dans le temps, mais il faut commencer un petit peu à tester et à apprendre dès aujourd'hui. Ça dépend de vos domaines d'activité, mais le constat est que pratiquement aujourd'hui, aucun secteur d'activité ne va peut-être y couper. Alors bon, il y a des chiffres qui circulent, 30 milliards d'objets connectés dans le monde. Moi, je suis vraiment incapable de pouvoir dire combien il y en aura demain. L'un des premiers objets connectés, c'est votre téléphone mobile, votre smartphone, et que même ce smartphone va être un moyen et un vecteur de mettre des capteurs, de les intégrer, en fait, qui vont être associés. Donc, on peut imaginer ce que ça représente. On a un autre sujet sur lequel on a beaucoup travaillé sur les objets connectés, qui sont liés d'ailleurs à l'analyse et à la gestion des données qu'on a évoqué au tout début, et parce qu'il y a un lien très très fort aussi entre les deux, et qu'on va retrouver donc des applications qui vont permettre par exemple d'anticiper. Alors je ne sais pas si peut-être dans le B2B sur Luxottica vous avez des projets qui tournent autour, mais sur la maintenance prédictive, donc par exemple pourquoi pas mettre à disposition des services innovants auprès de vos réseaux d'opticiens pour anticiper quelque part la défaillance d'un appareil. Dans l'industrie, beaucoup aujourd'hui de projets qui tournent autour de ce sujet-là. Donc, on met des capteurs et des objets et on analyse en temps réel. On peut anticiper en fait la défaillance. Les ascensoristes Otis, par exemple, vont faire ça aussi. Au-delà, c'est aussi quelque part pouvoir mieux sécuriser certains systèmes d'information, certaines données en fait qui sont associées. C'est pouvoir aussi réduire parfois des factures, des coûts énergétiques, par exemple dans le domaine de l'énergie. Les grands, je dirais, de l'énergie s'y intéressent avec beaucoup d'attention. C'est développer la ville de demain, donc avec la relation non plus la client mais citoyen aussi. Donc beaucoup d'initiatives et effectivement là les décideurs que nous avons interrogés sont en train de regarder comment ils peuvent les utiliser au mieux, tout en respectant, comme je l'ai dit, tant la législation que la confiance des clients dans la manière dont ils vont exploiter ces données, qui seront associées, bien entendu, aux objets qui seront connectés. Donc voilà, on tient à peu près le timing, 47. Moi, j'essaie de faire un peu plus court pour moi. Moi, je voudrais laisser quand même un petit temps de parole à nos invités et à la salle, bien sûr, pour qu'ils échangent avec nos invités. Si vous voulez aller plus loin, donc là les conclusions, il y a un e-book en fait qui est gratuit, qui est en accès, donc avec un lien court bit.ly, vous pouvez prendre des photos, /e-book tout accroché CMO 16. Donc je vous invite à y aller, vous allez retrouver ce que je viens de dire avec d'autres choses, plus bien entendu les cas présentés à l'instant. Et je voudrais donc laisser un petit moment à des questions et à des réponses, bien sûr, de la part de nos invités à l'Assemblée. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur les points évoqués, sur les cas présentés? C'est l'occasion, je pense, de pouvoir justement avoir des précisions. Qui se lance? Il faut toujours un premier ou une première. Vous préférez faire ça en off? J'ai le droit de poser une question? Oui, bien sûr. J'ai une question pour Luxottica, puisque c'est... Anna, mettez bien devant. Oui, voilà. J'ai une question, puisque c'est très intéressant ce que vous avez déployé. Par contre, j'imagine que ça a quand même impliqué un certain nombre de changements dans votre organisation interne. Et dans la façon comment vous avez amené les équipes, en fait, peut-être à changer un certain nombre de process. Donc, comment est-ce que vous avez porté cette partie du projet, qui finalement n'est pas outil, mais qui est plutôt de l'organisation? Et est-ce que ça a pris beaucoup de temps, pas de temps? Sincèrement, au niveau de l'organisation, ce qui a été très très bien dans ce projet, c'est que tous les départements se sont associés pour nous accompagner dans cette démarche. Quand je dis tous les départements, à la fois le marketing, le commercial, bien sûr l'informatique, un département clé dans l'installation d'une telle solution. Et c'est ensemble que nous avons accompagné les équipes également sur cette approche. Et nous faisons régulièrement des enquêtes internes de satisfaction par rapport à l'outil, à la solution. Pas uniquement des enquêtes auprès de nos clients, mais également en interne, pour savoir si la solution leur convient et quels sont les progrès qu'on
puisse faire, puisque ce qui est bien dans une solution cloud, vous pouvez l'upgrader régulièrement. C'est-à-dire que le fournisseur, votre prestataire, va vous apporter un catalogue de propositions et vous pourrez assez rapidement les mettre en place et là, en fonction de vos organisations, pouvoir proposer de nouveaux modules. Donc l'organisation, vraiment, n'a pas été un frein, au contraire, ça a été pour nous porteur et on a pu modifier les organisations précédentes grâce à une réflexion commune qui s'est faite en l'espace d'un trimestre, pour vous donner un terme de temps. Merci beaucoup. Est-ce que sur les 6 innovations qu'on a abordées, qui étaient illustrées justement par 5 cas, alors sur les objets connectés, on n'en avait pas particulièrement, mais il y en a un, je pense à Amazon, qui a sorti dernièrement un petit objet qui s'appelle Echo. Je vous invite à aller regarder ça, et peut-être que demain, ça risque à changer beaucoup de choses dans votre domicile. Moi, je vois plus une application, dans un premier temps, dans le domaine du B2B, mais on voit que les grandes à distribution s'y intéressent, en-delà du bouton connecté aussi. Donc, est-ce que ça vous paraît... Nous, on essaye d'être très concret. Donc, c'est des innovations qu'on a prises qui sont quand même aujourd'hui réalisables et qui sont dans les problématiques des entreprises. Mais est-ce que vous vous y retrouvez? Est-ce qu'il y a d'autres points qu'on n'aurait peut-être pas abordés et que vous pouvez nous soumettre et dire tiens, oui, effectivement, on l'a constaté, mais sur des secteurs plus spécifiques? Non, écoutez, je vois que c'est très calme. Vous voulez peut-être poser des questions en off. Alors, je vais vous laisser. On peut peut-être laisser un petit peu de networking. Je crois que la salle, on l'a encore un petit peu pendant une dizaine de minutes. On est parmi les derniers. Donc, si vous souhaitez, je vous libère. Et si vous voulez poser des questions en off à nos invités, n'hésitez pas. Merci beaucoup.